Merci beaucoup, Sabah al-Khair, salam alaikum. Salam. Donc, je me présente, c'est Dr Sami Tefali, je suis docteur en ingénierie des connaissances. Là, je vous parle d'Alger, hein. J'ai un pied à Alger, Je peux pas. j'ai un pied à Paris, donc je vous envoie les salutations pour le Djezzer. Et je remercie la direction de Subtech de me donner cette occasion de présenter l'ingénierie des connaissances. Et donc, on va commencer là. Donc, avec une petite introduction. Là, ce qu'on voit là, c'est un rituel qu'on connaît très bien. Allumer le feu. Allumer le feu, c'est quelque chose que tout le monde sait le faire. Et cette connaissance-là ou cet acte-là est le même. Est le même. Il a peut-être un peu évolué, mais il existe depuis la nuit des temps. Donc là, on voit sur les trois images comment on est toujours autour du feu. Il y a un feu, on l'utilise pour différentes raisons, mais c'est toujours la même connaissance qui a été transmise euh, par différentes méthodes. Et malheureusement, dans d'autres situations, ça n'a pas été transmis. Je donne un exemple que j'adore, c'est la construction des pyramides qui reste une énigme jusqu'à maintenant. On ne sait pas comment ça a été construit parce qu'il n'y a pas eu la transmission de ce savoir, de cette connaissance jusqu'à maintenant. Donc, si on parle de la connaissance, c'est quoi la connaissance? C'est une construction mentale qui est faite dans un contexte donné à percevoir des contextes qui se dit dans sa tête, tiens, j'ai vécu ça. Donc, il fait une analogie par rapport à ça et il utilise cette connaissance. Ça, c'est ce qu'on fait. Et l'être humain, il a cette capacité. D'après Jean-Louis Hermine, la connaissance, c'est la capacité des êtres humains à réutiliser l'information, à développer du savoir-faire, à capitaliser de l'expérience qui s'est révélée être aussi productrice de valeur. Donc, cette connaissance et le savoir-faire sont produits d'une manière vraiment délibérée. Il n'y a pas de calcul derrière, on ne le fait pas parce qu'on veut le faire. Ça se fait comme ça. Comment, pourquoi, ça, c'est des questions à se poser. C'est-à-dire que la science, je pense que maintenant, on ne sait pas répondre à ce genre de questions. Donc, et la connaissance, pour nous, c'est quoi? C'est surtout, on traite le savoir et le savoir-faire. Donc, on parle du savoir et du savoir-faire, c'est-à-dire que l'être humain, il développe ça, il développe son savoir, il développe son savoir-faire au fur et à mesure de son existence, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie de tous les jours, il développe des connaissances. Il y a la connaissance individuelle, celle que développe l'être humain tout seul. Il y a ce qu'on appelle la connaissance collective. Donc, la connaissance collective, elle se développe dans les différentes organisations, que ce soit dans les entreprises, dans les administrations, ou bien même dans des associations. Donc, on développe pas mal de connaissances des fois qu'on maîtrise, dans d'autres cas, on ne maîtrise pas. Donc, et l'ingénierie des connaissances s'intéresse à cette connaissance. Donc, l'ingénierie des connaissances, elle est à l'embouchure de plusieurs sciences. Elle est en brochure de la psychologie cognitive. Pourquoi on utilise la psychologie cognitive? C'est surtout pour le recueil et l'analyse de cette connaissance. Il y a aussi l'ergonomie, parce qu'on essaye d'analyser des tâches qui se font par l'être humain, Il y a un côté du point de vue sociologie pour étudier les différentes organisations quand on traite certaines organisations, quand on fait appel à nous dans les différentes organisations. Après, il y a la linguistique pour l'analyse du texte parce qu'on fait beaucoup de text mining. Et comme on est des informaticiens, donc il y a l'informatique pour modéliser et structurer tout ce beau monde. Donc voilà, on peut dire que l'ingénierie de connaissances, c'est un ensemble de sciences. Elle n'est pas indépendante. Et l'ingénierie de connaissances, elle a une approche, si on peut dire qu'il y a une approche systémique. Donc, c'est quoi l'ingénierie des connaissances? C'est
d'après Wikipédia, c'est une démarche managériale qui est pluridisciplinaire et elle regroupe un ensemble d'initiatives, des méthodes, des techniques. Et ces techniques-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles permettent de percevoir, identifier, analyser, organiser, mémoriser et surtout, surtout, partager les connaissances. C'est ça le but. Le but, c'est le partage et le transfert des connaissances. Donc, l'ingénierie des connaissances, en anglais, c'est le knowledge management, quoique il y a plusieurs écoles, hein, il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Mais d'après Hermine et Schreiber, l'ingénierie des connaissances est née pour faciliter la conception de bases de connaissances contenant de la connaissance forme explicite. Parce qu'il y a la connaissance implicite, il y a la connaissance explicite. La connaissance implicite, c'est tout ce qui n'est pas formalisé, qui est dans la tête d'une personne, d'un être humain, mais qui n'est pas formalisé. Et tout ce qui est explicite, c'est ce qui est formalisé. Et d'après des statistiques, 70% des connaissances humaines sont implicites, elles ne sont pas formalisées. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et il ne faut pas oublier que cette discipline-là, elle est liée à l'intelligence artificielle. C'est la base de l'intelligence artificielle parce que dans notre science, on modélise le raisonnement humain. Et ça, c'est important. C'est important pour l'intelligence artificielle parce que sans une modélisation d'un raisonnement humain, la machine ne pourra pas, à ma connaissance, faire cela. Donc, sans champ d'application de l'ingénierie des connaissances, c'est tous les domaines où on peut modéliser les connaissances. Et dans les domaines où il y a une nécessité de faire et surtout de transmettre cette connaissance. Donc, c'est plus, on l'utilise comme un support didactique, au raisonnement. Après, on va voir dans les applications où on peut l'utiliser. Et en même temps, on l'utilise pour la transmission du savoir-faire, pour qu'il n'y ait pas de rupture. Et c'est dommage que dans beaucoup d'organisations, il y a cette rupture du savoir-faire, et qui dérange et qui, des fois, dans la majorité des cas, ne fait pas évoluer les organisations. Donc, l'objectif de la gestion des connaissances, comme je vous l'ai dit, c'est d'optimiser les processus. C'est un outil d'aide à la décision quand il y a des environnements complexes. Il valorise le capital de compétences des personnes parce que, de par notre expérience, quand on fait du consulting en ingénierie des connaissances, on fait des entretiens avec des personnes, ça les valorise. Après, quand on leur montre le modèle, que je vais vous montrer tout à l'heure, alors ces gens-là se sentent valorisés. Et après, il aide à l'innovation. Effectivement, il aide à l'innovation. Il y a des gens qui ont des idées, qui ont de très belles idées, mais qui n'arrivent pas à concrétiser ces idées parce qu'ils ne savent pas modéliser ces idées-là. Nous, dans notre science, on aide ces personnes-là à matérialiser leurs idées. Ça, c'est un avantage qui, je pense, est primordial. Donc, il y a plusieurs méthodes pour la capitalisation des connaissances. Il y a la REX, il y a le Sigma, Common Cad. Moi, je m'intéresse surtout à la méthode MASC. MASC, c'est la méthode pour l'analyse et la structuration des connaissances. C'est une méthode qui a été élaborée par Jean-Louis Hermine. Elle a été appliquée au début au CEA. C'était surtout dans un objectif de préserver les connaissances à l'intérieur du CEA qui étaient menacées de disparition. Cette méthode d'analyse est un préalable pour la mise en place d'un système opérationnel de gestion des connaissances. Et son but, c'est un support dans l'entreprise pour intégrer des processus de capitalisation de connaissances, d'intelligence économique et d'innovation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, la démarche, comment elle se fait, et sa démarche. Donc, on se base sur du texte, sur les différents textes qui existent dans les organisations à travers le text mining, des données à travers le data mining et surtout à travers du recueil, à travers les entretiens qu'on fait avec des personnes qu'on appelle des experts. Ces experts-là, c'est des personnes qui existent dans toutes les organisations, qui sont connus par leurs expertises. Et ces gens-là, quand ils s'absentent, malheureusement, c'est tout le monde qui est bloqué. Donc, on essaye, nous,
de recueillir à travers des entretiens, et on a des équipes d'entretien, de recueillir leurs expertises. Donc, à travers des allers-retours, on modélise on a une méthode pour modéliser cette connaissance. Je vais vous montrer par la suite comment on modélise. Et une fois validé, on implémente. On implémente comment? On implémente, bon, là c'est une remarque, hein, je l'aime bien, c'est-à-dire que l'expertise humaine est toujours présente derrière, que ce soit l'IA, comme l'a dit mon prédécesseur et tout ça, il y a toujours l'expertise humaine. Donc comment on modélise ça? À travers soit pour donner un livre de connaissances, une carte de connaissances ou une base de connaissances. Ça, c'est les résultats qu'on fait pour l'implémentation. C'est quoi un livre de connaissances? C'est comme un livre, mais au lieu que ce soit un livre normal, c'est un livre où on a des modèles, qu'on dessine, et ça sert, c'est comme une mémoire d'une entreprise, d'une organisation qui est là euh, qui est là comme un document de référence. C'est une matière première, que ce soit pour construire des formations, des publications, pour formaliser certains processus, pour faire des films, etc. Donc, c'est un outil aussi de communication. Donc, il aide, c'est la mémoire, c'est la connaissance de l'entreprise et qui a une valeur. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, une grosse boîte française qui avait établi un livre de connaissances et ce livre de connaissances a été vendu à une autre boîte chinoise à 1 milliard d'euros. Donc, c'est pas donné. Donc, dans Masque, il y a énormément de modèles. Il y a, par exemple, je vous montre cet exemple-là, un modèle de contrainte. C'est comme des algorithmes, on a des si alors avec la conséquence de l'activité, ou bien un autre modèle, c'est un modèle de processus. Il ressemble au modèle de processus qu'on connaît, seulement on rajoute, comme vous voyez, la connaissance, le savoir-faire, les acteurs et tout ça. Donc, c'est ça ce qui est important, c'est de rajouter le savoir, le savoir-faire. Là, je vous montre un exemple. Là, c'est une entreprise française qui fait des études de marketing de B2B, pas du B2C. Donc là, on avait fait, on a fait appel à nous et voilà un petit résultat. C'est-à-dire, par exemple, pour eux, évaluer notre activité, c'était quoi? C'était faire une analyse qualitative et une analyse quantitative. Donc, toutes ces données-là, c'est eux. Hein. Nous, en tant que knowledge manager, on ne sait rien. C'est-à-dire que quand on part voir ces gens-là, on puise leurs données. Et donc, ça donne ce genre de modèle-là. Et on rajoute des observations, on rajoute des. Par exemple, là, on a écrit identifier les facteurs clés du succès. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et ça a été par la suite approfondi. Là, par exemple, un autre modèle, c'est une grosse multinationale qui fait des usines de méthane, de méthanisation. Donc, cette entreprise-là savait faire la maintenance de ces produits-là, de ces kits. Mais quand elle rassemblait ces kits avec d'autres kits, ils avaient des problèmes de maintenance. Donc, il y avait un expert qui savait faire ça. On a travaillé avec lui. Et comme vous voyez là, par exemple, là pour la maintenance du pompe d'alimentation, ce qu'on rajoute par rapport à un processus normal, quand vous voyez par exemple le contrôle visuel, dans un processus normal, vous ne le trouvez pas. Et qu'est-ce qu'il va contrôler visuellement? La fuite, par exemple, le mouvement anormal, ou bien il écoute, qu'est-ce qu'il écoute? Des bruits anormaux. Et on peut rajouter par rapport à ça, par exemple, un petit film ou un petit enregistrement audio où on montre quel type de bruit il y a. Et on met, par exemple, certaines remarques, ou par exemple, là, comme il nous montre, où il écrit, cet expert nous avait donné qu'on a simplement le cahier de charge du constructeur pour chaque élément, mais il n'est pas adapté au test sur l'installation. Donc, nous, on essaye, à travers cette expertise-là, de combler ce qui n'est pas formalisé. Donc, voilà, c'est un petit exemple là, livre de connaissances. Là, la carte de connaissances, c'est quoi? C'est comme une carte géographique, mais au lieu qu'on ait une carte géographique, on a une carte de connaissances qui sont là, qu'on arrive à identifier. Et dans cette carte-là, là c'est un exemple de carte,
par exemple, sous forme de cartes. Et dans ces cartes-là, on peut les visualiser, parce que l'être humain, il adore visualiser. Il adore ça. Et en les visualisant, des fois, on remarque qu'il y a deux connaissances différentes. Il y a la même connaissance dans une même organisation, mais qui a deux noms différents. Ou des fois, il y a une organisation qui est là, elle est là, là c'est par exemple en zoomant, il y a une organisation qui est là, mais qui ne devrait pas exister dans cette organisation. Par contre, il y a une organisation qui est enfouie dans l'organisation et qui est très, très importante pour le développement de cette entreprise. Donc, ça aide d'une part à revoir ces processus et d'autre part surtout, ça aide à se réorganiser. Donc, maintenant en Europe et surtout en Occident, pour pour refaire les organigrammes et tout ça, ils, ils sont, dans la majorité des cas, ils mettent en place, avant de revoir les organisations, des cartes de connaissances. Donc, et la base de connaissances, là je vais un peu vite. Hein. La base de connaissances, c'est une bibliothèque en ligne où il y a des foires aux questions, des manuels, des guides, des règles. Et on essaye de créer des communautés où les gens qui sont dans cette communauté essayent de parler entre eux et essayer de trouver des solutions par rapport à leurs besoins. Donc, en gros, c'est ce qu'ils font. Donc, quel est l'avantage de la gestion des projets? Je suis allé un peu vite. Hein. Donc, quel est l'avantage de la gestion des connaissances? Elle augmente la productivité. Il y a ça. Elle réduit, comme j'avais dit tout à l'heure, les doublons, c'est-à-dire que quand on remarque qu'il y a des doublons, l'ingénierie des connaissances, la gestion des connaissances permet de les voir. Elle renforce l'autonomie, la confiance des employés. Il faut savoir qu'il y a des études qui disent que, en moyenne, un employé perd 5 heures par semaine en cherchant l'information. Alors que s'il a sous sa main une base de connaissances, il pourrait réduire ce temps-là. Donc, ça peut aider à prendre des décisions plus éclairées, améliorer l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience et l'intégration des employés, vous savez pertinemment que maintenant, il y a beaucoup de mouvements au sein des entreprises, il y a des nouveaux arrivants, des partants, et entre le nouveau et l'ancien, pour que ce nouveau prenne confiance en lui et connaisse son travail, il met du temps. Mais s'il a sous sa main un livre de connaissances avec tous les process, toute la vision sur son activité et une base de connaissances, il va s'intégrer le plus rapidement possible. En plus de ça, il n'y a pas cette perte de connaissances qui va partir avec l'ancien. Parce que l'ancien, logiquement, on doit faire, pour chaque départ d'une personne, on doit faire un recueil de connaissances et les intégrer dans le livre de connaissances de l'entreprise. Après cela, parmi les avantages de l'ingénierie des connaissances, elle aide à améliorer la collaboration entre les différentes personnes, l'aide au partage de l'information et elle présente surtout un bon business case pour certains projets, beaucoup de projets. De par mon expérience, on a eu affaire une fois à une personne qui travaillait dans une grosse boîte comme PMO. Et il est venu avec des idées. On l'a aidé à matérialiser ses idées et à lancer une start-up. Là, il a un produit en gestion de projet qui marche très bien pour lui. Il est en Allemagne. Après, ça aide à améliorer le service client puisqu'ils accèdent rapidement aux connaissances requises et voilà, et suivre les progrès ça peut aider aussi à suivre les progrès
en matière de gestion de connaissances dans les organisations. Donc, voilà, si vous avez des questions, je pense que j'ai été un peu trop rapide. C'était clair. Voilà, si vous avez des questions, Oui, oui, s'il y a des questions par rapport à ce qu'il a. Peut-être c'est un domaine qu'on. Oui, il y a une question, une petite, je ne sais pas si c'est une petite ou grande. Ok. Merci, Monsieur Semi, pour la présentation. Personnellement, j'ai travaillé dans ma thèse sur la capitalisation des connaissances. oui. Mais il ne marche pas. Je refais. Donc, merci pour la présentation. Oui, bien sûr. Je me présente, Raja Hanafi, docteur en informatique. J'ai travaillé sur la capitalisation des connaissances dans ma thèse et j'ai bien aimé votre présentation, surtout dans la partie de classification des types de connaissances, livres des connaissances, cartes des connaissances et bases de connaissances. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Mais je n'ai pas trouvé la notion de mémoire de connaissance ou bien mémoire de projet. Où je peux intégrer cette classification ou bien... Alors, la mémoire de projet, c'est une partie, c'est une petite partie, et je pense que vous connaissez, je pense que je ne sais pas si vous connaissez Nadamata, professeur Nadamata, Oui. qui est spécialiste dans ce domaine-là. Elle était ma superviseure dans ma deuxième opportunité de stage c'est dans Nantes ou Nancy, je ne me rappelle pas, c'est où? C'est à l'UTT. Oui, oui, c'est ça. Oui, elle a été ma superviseure, Madame Nantes, oui. Voilà. Alors, la mémoire de projet, effectivement, elle fait partie, c'est une petite partie de l'ingénierie des connaissances, mais la mémoire de projet, elle sert surtout dans ce qu'on appelle le projet, dans la gestion de projet, c'est-à-dire qu'elle est vraiment spécifique par rapport à l'ingénierie des connaissances. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser partout. Et dans la mémoire de projet, on a remarqué par exemple que lors des réunions de projet, il y a toujours une personne qui est là pour orienter la discussion et imposer son idée. C'est ça le but. Oui, mais ma question, est-ce que je peux intégrer cette classification telle que livre de projet, carte de projet? Oui, effectivement, bien sûr, vous pouvez intégrer surtout le livre de connaissances, parce que le livre de connaissances, il est plus global, oui. Et vous pouvez l'intégrer aisément. C'est-à-dire qu'il faut seulement avoir la technique du recueil, qui diffère par rapport au recueil dans la mémoire de projet, parce que dans la mémoire de projet, c'est surtout derrière des réunions, il y a des réunions, donc on enregistre, on filme. Retour d'expérience. Il n'y a pas un recueil spécifique. Oui, merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Ok, merci, Monsieur Sami, pour tous ces éclaircissements. Je vous remercie. Il y a mon lien, s'il y a des personnes qui sont intéressées, peuvent m'écrire, je suis disponible, je peux aider, s'il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci à vous. Ah, il faut l'applaudir. Merci à vous, merci. C'était un plaisir. Merci, bonne journée.